Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va aborder une question centrale pour toutes les familles. Face à la multitude de traitements, d'interventions qu'on propose pour le TDAH, comment s'y retrouver? Que dit la science sur leur efficacité, leur sécurité? Bonjour. Oui, c'est une excellente question parce que c'est un vrai labyrinthe. Et pour essayer de s'y retrouver, on va s'appuyer sur une source vraiment exceptionnelle. Oui, une très très large étude, une sorte de méga-étude publiée en 2025 dans la prestigieuse revue The British Medical Journal. C'est ça. Le titre est Benefits and Harms of ADHD Interventions. Et ce n'est pas juste une étude de plus. C'est ce qu'on appelle en science une revue parapluie. Une revue parapluie, le nom est assez parlant, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On est au-delà d'une simple méta-analyse. Ah oui, bien au-delà. Imaginez la science comme une pyramide. Tout en bas, vous avez les études individuelles. D'accord. Juste au-dessus, les méta-analyses qui font la synthèse de plusieurs de ces études. Et la revue parapluie, eh bien, c'est le sommet de la pyramide. C'est une synthèse de toutes les synthèses. C'est donc le plus haut niveau de preuve scientifique qu'on puisse avoir aujourd'hui. Exactement. L'idée des chercheurs, menée par Corentin Gilles Gosling, c'était vraiment de clarifier des informations parfois contradictoires et de donner une base solide aux familles, aux cliniciens, pour prendre des décisions éclairées. D'accord, donc on a la carte la plus complète possible. Et l'ampleur de cette carte, elle est comment? Elle est colossale. Ils ont analysé 221 synthèses d'études. Ça couvre 31 interventions différentes. 31, oui. Des médicaments, des thérapies psychosociales, l'exercice physique, tout y passe. Et ils ont regardé l'impact sur 24 critères différents. Les symptômes, bien sûr, mais aussi la qualité de vie, les effets secondaires. Pour les enfants d'âge préscolaire, les enfants, les ados et les adultes. C'est gigantesque. Et au cœur de tout ça, il y avait deux questions. C'est bien ça? Pas seulement est-ce que ça marche? Non, et c'est ça qui est fondamental. La première question, c'est l'efficacité, bien sûr. Mais la deuxième, et c'est la plus importante, c'est à quel point peut-on être sûr de ce résultat? La fameuse certitude de la preuve. Voilà. Une petite étude peut montrer un effet, mais la certitude sera faible. Pour avoir une certitude élevée, il faut beaucoup d'études de très bonne qualité qui vont toutes dans le même sens. Cette étude ne dit pas juste si ça marche, elle nous dit à quel point on peut faire confiance à ce résultat. C'est une distinction et change tout. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par les enfants et les adolescents. Sur les médicaments, c'est souvent ce qui fait le plus de débat. Alors pour les enfants et les ados, les résultats à court terme, eux, sont assez clairs. Il y a 5 médicaments qui se détachent avec une efficacité de moyenne à grande et surtout avec un niveau de preuve qui va de modéré à élevé. Et quels sont ces médicaments? On retrouve les agonistes alpha-2 comme la guanfacine, les amphétamines, l'atomoxétine, la viloxazine et bien sûr, le plus connu chez nous, le méthylphénidate. Le méthylphénidate, Ritaline, Concerta, ce sont des noms que beaucoup de familles connaissent. L'étude confirme donc son efficacité de manière solide. De manière très solide, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices sont observés par tout le monde, que l'évaluation soit faite par les cliniciens. Les parents ou les enseignants. Exactement. Quand tout le monde observe une amélioration, c'est un signal de cohérence très fort. D'accord. Ça, c'est pour la colonne des bénéfices. Mais la question qui préoccupe tous les parents, c'est celle des risques. Les effets secondaires, la tolérance. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est l'autre face de la pièce, et l'étude est très transparente là-dessus. Plusieurs de ces médicaments qui sont efficaces sont aussi moins bien tolérés qu'un placebo. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a plus d'arrêts de traitement à cause d'effets secondaires. Pourtant, en lisant l'étude, dans le détail, il y a une nuance qui m'a frappé pour le méthylphénidate. Il parle d'une meilleure acceptabilité que le placebo. Comment c'est possible? Un médicament avec des effets secondaires serait mieux accepté qu'une pilule sans effet? L'acceptabilité. D'accord. La tolérabilité, c'est spécifiquement les arrêts dus aux effets secondaires. L'acceptabilité, c'est les arrêts pour toutes les raisons confondues. Effets secondaires, mais aussi manque d'efficacité perçue, contrainte. Ah, je vois. Et le fait que, au total, moins de gens aient arrêté le méthylphénidate que le placebo, ça suggère quelque chose de très fort. Que pour beaucoup, les bénéfices ressentis étaient plus importants que les inconvénients. C'est ça. Le rapport bénéfice-risque global était perçu comme positif par les familles. C'est beaucoup plus clair. D'accord pour les médicaments, mais quid de tout le reste? On entend parler de guidance parentale, de sport, d'acupuncture même. Où est-ce que ça se place tout ça?
Et là, on touche à un des points les plus intéressants et délicats de l'étude. Pour beaucoup de ces approches non médicamenteuses, les études montrent des effets qui peuvent sembler importants. Je sens venir un mais. Un mais de taille, oui. Pour la quasi-totalité de ces interventions chez l'enfant et l'ado, la certitude de la preuve est jugée faible ou très faible. Alors là, il faut qu'on s'arrête un instant. Est-ce que faible certitude veut dire que ça ne sert à rien, que les parents qui mettent ça en place perdent leur temps? Non, absolument pas. Et c'est vraiment le message clé. Faible certitude ne veut pas dire inefficace. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que l'état actuel de la recherche ne nous permet pas de conclure avec un haut degré de confiance. Les études sont souvent trop petites ou alors la méthodologie est compliquée. Pourquoi c'est si difficile à étudier justement? Prenons la guidance parentale. Pour faire une étude en or, il faudrait un groupe qui reçoit la guidance et un groupe placebo. Mais comment faire un placebo de guidance parentale? Comment s'assurer que les parents ne savent pas s'ils sont dans le bon groupe? C'est impossible en fait. C'est impossible. Et cette absence de ce qu'on appelle l'insu ou l'aveugle en recherche, ça fait automatiquement baisser le niveau de certitude de la preuve. Même si, dans la vie de tous les jours, l'intervention est très bénéfique. C'est un paradoxe fascinant. L'étude ne dit pas que ça ne marche pas, elle dit que la science a du mal à le prouver avec ses outils les plus stricts. C'est exactement ça. D'accord. Alors, changeons de perspective. Est-ce que le tableau est le même pour les adultes? Pour les adultes, le tableau est un peu différent et il y a même une des grandes nouvelles de cette étude. Ah! Côté médicaments, on retrouve des choses similaires. L'atomoxétine et le méthylphénidate montrent une efficacité moyenne, avec une certitude de preuve modérée à élevée. La question de la tolérabilité reste la même que chez les enfants. D'accord, pas de surprise de ce côté-là. Mais vous parlez d'une grande nouvelle. Oui, la surprise, elle vient des approches non médicamenteuses et c'est un résultat majeur. La thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, Oui. montre elle aussi une efficacité de taille moyenne pour réduire les symptômes du TDAH chez l'adulte. Et ça avec un niveau de preuve modéré. Waouh! Ça, c'est important. C'est une confirmation au plus haut niveau de preuve scientifique qu'une thérapie, une approche non médicamenteuse, a une efficacité solidement démontrée. Pendant des années, la conversation sur le TDAH adulte était très centrée sur la pharmacologie. Là, on a la confirmation qu'il y a au moins deux voies, la TCC et certains médicaments, qui reposent sur des fondations scientifiques solides pour le court terme. C'est une information capitale. On a donc une image assez claire pour le court terme. Mais il y a un chapitre dans cette étude qui m'a vraiment interpellé. C'est celui sur le long terme. Oui, et c'est sans doute le message le plus complexe à faire passer, car il demande beaucoup de nuances. Allons-y. Si je résume un peu brutalement, la conclusion sur les effets après 1 an de traitement, c'est Qu'on n'a aucune certitude, c'est bien ça, hein. pour aucun traitement. La formulation est directe, mais elle est juste. Pour être précise, l'étude n'a trouvé aucune preuve de certitude élevée ou modérée concernant les bénéfices à long terme, et ce, pour aucune intervention, ni médicamenteuse, ni non médicamenteuse. Alors là, il faut absolument qu'on clarifie. Est-ce que ça veut dire que les traitements arrêtent de fonctionner au bout d'un an, qu'ils sont inutiles sur la durée? Non, et c'est le piège à éviter. Ça ne veut absolument pas dire ça. Ça ne prouve pas l'inefficacité à long terme. Alors qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les études que nous avons aujourd'hui sur le long terme ne sont pas assez solides. Elles sont trop petites ou leur méthodologie n'est pas assez rigoureuse pour nous donner des certitudes scientifiques. C'est un immense angle mort dans la recherche. C'est comme si on avait prouvé qu'on a d'excellents sprinteurs, mais qu'on ne sait pas du tout s'ils sont capables de courir un marathon. C'est une très bonne analogie. On connaît bien le départ de la course, mais on manque de données fiables sur ce qui se passe au 30e kilomètre. Donc c'est un appel à la communauté scientifique, en fait. Un appel très très fort. Il faut d'urgence mener des études de haute qualité sur le long terme. Les familles en ont besoin. Toute cette information est incroyablement riche, mais aussi un peu vertigineuse. Comment est-ce qu'on traduit ça en quelque chose d'utile au quotidien? La première chose, c'est de ne pas voir cette étude comme un livre de recettes qui donnerait la bonne solution. Il faut la voir pour ce qu'elle est, la meilleure carte disponible de l'état des connaissances. Une carte pour s'orienter, pas un itinéraire tout tracé. Voilà. Et son but, c'est d'alimenter une discussion. Elle renforce l'importance de ce qu'on appelle la décision médicale partagée. Le dialogue entre la personne concernée, sa famille et l'équipe clinique. Exactement. Une bonne décision, elle repose sur 3 piliers. Les données de la science, et cette étude nourrit massivement ce pilier, l'expérience du clinicien, et puis, ce qui est tout aussi important, les valeurs et les préférences de la personne. Et les auteurs ont même créé un outil pour aider à ce dialogue, n'est-ce pas? Oui,
Et c'est une initiative remarquable. Ils ont créé une plateforme en ligne gratuite qui s'appelle ebhd-database.org. Elle présente tous ces résultats de manière interactive. Donc on peut s'en servir pour préparer un rendez-vous médical? C'est tout à fait l'idée. On peut arriver et dire, voilà, j'ai vu que pour cette option, la preuve est solide, mais parlons des effets secondaires. Ou à l'inverse, pour cette autre approche, la preuve est encore faible, mais qu'est-ce que votre expérience de clinicien vous en dit? Ça permet de devenir un partenaire actif dans le soin. C'est ça, de passer d'une relation parfois un peu verticale à une vraie collaboration. Il y a une dernière chose, cette étude a des limites. Elle ne regarde qu'un certain type de recherche, c'est bien ça. Oui, c'est une précision essentielle. Elle ne regarde que les essais contrôlés randomisés, le fameux gold standard. Mais d'autres études, qu'on appelle observationnelles, qui suivent des gens dans la vraie vie, ont montré d'autres bénéfices importants des traitements, comme une réduction du risque d'accident de la route, de consommation de substances ou de dépression. Et ces bénéfices-là, qui sont cruciaux, ne sont pas mesurés ici. Il faut donc garder une vision large. Merci, c'est indispensable de le préciser. Si on devait maintenant distiller tout ça, quels seraient les grands messages à emporter? Le premier, c'est qu'à court terme, on a des preuves solides de l'efficacité de plusieurs médicaments, comme le méthylphénidate, pour réduire les symptômes chez les enfants et les ados. Le deuxième message, c'est pour les adultes. Là aussi, des preuves solides pour certains médicaments, mais aussi, et c'est un point majeur, pour la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a un choix qui est validé par la science. Le troisième message, c'est un message d'humilité. La question des effets à long terme reste scientifiquement ouverte, ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais que le suivi régulier et la réévaluation du traitement avec son médecin sont absolument capitaux. Et le dernier message, qui résume un peu tout le reste, la science n'est pas là pour donner des ordres, mais pour éclairer un choix. La décision finale est un équilibre qui se construit dans le dialogue. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a que des parcours de soins personnalisés et informés. En conclusion, cette étude, loin de nous donner une réponse toute faite, nous offre quelque chose de bien plus précieux, une vision claire, nuancée de ce que la science sait et aussi de ce qu'elle ne sait pas encore. Elle nous invite à devenir des partenaires actifs, informés dans le parcours de soins. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Et la question qu'on pourrait se poser, ce n'est peut-être pas quel est le meilleur traitement, mais plutôt comment apprendre à naviguer au mieux dans cette incertitude. Comment prendre les meilleures décisions possibles quand la science elle-même nous dit, avec honnêteté, qu'elle n'a pas encore toutes les réponses sur le long terme. Ce podcast a été produit par Stéphane Eliez pour la Fondation Pôle Autisme, une fondation créée par des familles pour des familles. Notre mission est de vous transmettre des connaissances fiables pour vous accompagner au quotidien. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH. Prenez soin de vous. À bientôt.